Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 3e édition du Podcaston. Le Podcaston, vous savez, c'est cette grande mobilisation solidaire des podcasteuses et des podcasteurs pour mettre en lumière des associations. C'est la 3e édition cette année et donc ma 3e participation à ce grand mouvement que j'affectionne particulièrement. Cette année, j'ai choisi de mettre en avant les petites cantines. Les petites cantines, ce sont des lieux de vie où l'on cuisine et partage un repas ensemble à prix libre. Le but, créer du lien, retisser du collectif, lutter contre l'isolement, aller vers l'autre, s'ouvrir et aiguiser sa curiosité. À Annecy, comme ailleurs, les cantines participatives s'inscrivent dans un mouvement plus large de transition sociale, mais aussi écologique. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Héloïse. Héloïse nous raconte comment est née l'aventure des petites cantines et surtout ce qui se joue derrière chaque tablier noué, derrière chaque plat partagé, derrière chaque repas entamé. Dans cet épisode, vous comprendrez que passer la porte des petites cantines, c'est s'ouvrir à un nouveau monde. J'espère que cet épisode vous plaira et surtout qu'il vous donnera envie d'aller pousser la porte d'une des petites cantines de France. Et tant que vous êtes là, j'en profite pour vous signaler que j'ai la chance de collaborer avec Ulule, qui, en plus d'être une plateforme de crowdfunding, est aussi un organisme de formation. Et Ulule m'a offert la possibilité de vous gâter. En remplissant le formulaire que vous trouverez dans la barre de description, vous aurez peut-être l'opportunité de vous voir attribuer une formation ou un bilan de compétences gratuitement. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses par ici à vous questionner sur votre avenir professionnel, à envisager des reconversions ou à avoir envie d'être un petit peu plus aligné au quotidien. Je pense que c'est peut-être l'opportunité qu'il vous faut pour vous lancer et sauter le pas. Je ne vous en dis pas plus, tous les liens seront dans la barre de description, mais ne tardez pas, car il est possible de candidater jusqu'au 28 mars 2025 seulement. Bonne chance à toutes et à tous, je me réjouis de découvrir vos projets et de savoir quelle formation vous rêvez de suivre. Allez, je vous laisse avec cet épisode du Podcaston. Je vous souhaite une très belle écoute et je tenais vraiment à vous remercier de cette écoute car je suis toujours très heureuse de contribuer au Podcaston et d'apporter ma toute petite pierre à cet édifice. Allez, bonne écoute, prenez soin de vous et à bientôt aux petites cantines peut-être. Salut Héloïse. Salut Jeanne. Je suis trop contente de t'avoir ici à Annecy pour cet épisode spécial pour le Podcaston. Aujourd'hui, on va parler des petites cantines. Tu vas nous raconter tout ça. C'est un projet qui te tient à cœur, pour lequel tu as investi depuis des années. Mais avant, j'aimerais bien que tu commences par te présenter, s'il te plaît, parce que je sais que tu as plein de choses à nous raconter. Merci. Donc, moi, c'est Héloïse. J'ai 30 ans. J'habite à Annecy depuis plusieurs années et je me suis engagée très jeune. Et du coup, ça a été tout un parcours un petit peu d'engagement, mais aussi d'émotion. Donc, j'ai été très militante. Je suis allée dans une multinationale pour être intrapreneur. J'ai été dans des associations. Enfin, j'ai essayé pas mal de choses. Et voilà, maintenant, depuis quelques années, c'est les petites cantines. Je pourrais expliquer pourquoi et quel rôle ça a peut-être dans ma vie. Mais voilà, donc une personne assez engagée. J'ai besoin pour ma santé mentale d'être avec des personnes, mais aussi assez seule dans la nature. C'est quelque chose qui m'équilibre beaucoup. Et puis voilà. Super. Assez aventurière aussi quand même. Oui, j'ai vécu 1 an dans un van en Nouvelle-Zélande où j'avais créé un van avec une amie électrique.
et je voulais prouver que c'était possible de voyager autrement. Le but, c'était d'obliger les gens à s'arrêter parce que j'avais 90 km d'autonomie. Et donc, en fait, tu peux pas traverser un pays avec 90 km d'autonomie en disant il y a un must-do ici, il y a un must-do là, je vais faire 40 km entre les deux. Et ça change complètement ton rapport au voyage, aux gens et voilà, à l'aventure de manière générale. Ouais, c'était, je me souviens, une belle aventure. On s'était rencontrés peu de temps après. Ouais. Alors, tu le disais, depuis plusieurs années maintenant, les petites cantines occupent une place importante dans ta vie. Je pense qu'il y a des auditeurs et auditrices qui peut-être sont déjà passés devant les petites cantines dans différentes villes de France. J'aimerais bien que tu nous expliques ce que c'est que les petites cantines en tant que structure. Et puis ensuite, on reviendra vraiment sur ton expérience à Annecy pour que tu nous emmènes un peu dans les coulisses. Les petites cantines, c'est un réseau de restaurants participatifs. Donc, chaque restaurant est une association. Et il faut imaginer ça comme un lieu où les personnes d'un même territoire peuvent se rencontrer autour de la cuisine. L'idée, c'est vraiment de se dire comment on recrée un espace où chacun peut rencontrer la personne qu'il n'aurait pas rencontrée ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, entre l'algorithme des réseaux sociaux, tes réseaux professionnels ou personnels, ton entourage, ta classe sociale, tu vas avoir quand même tendance à te connecter à des personnes qui te ressemblent. Et c'est un problème. Parce qu'on n'est plus habitué à être avec des personnes différentes, on n'est plus habitué à avoir des vies différentes des nôtres et à réaliser aussi du coup la diversité des parcours. Et de manière générale, même si on parle plus d'opinion et de vision du monde, voilà, tout le monde a un peu sa vision et puis ça clash, si je puis dire. Alors que quand tu rencontres quelqu'un autour d'un repas, il y a plein de manières d'être en lien sans être d'accord sur tout. Ne serait-ce que déjà couper des carottes, servir de l'eau, etc. Et donc concrètement, c'est des lieux où les habitants peuvent se rencontrer le matin à 9h30 s'ils le souhaitent. À peu près 8 personnes. Il y a une personne qui est là, qui anime le lieu. Et on va prendre un café et après partir en cuisine comme dans un restaurant, mais avec une version participative. Donc l'idée, c'est on va distribuer des recettes, quelqu'un va un peu, on va dire, superviser tout ça. Et on va réaliser du coup un repas pour souvent entre 20 et 40 personnes. Et ces personnes-là, elles arrivent à 12h30 ou le soir à 19h30. Et donc là, on fait des grandes tables, un peu comme... souvent, on dit comme à la maison, mais on n'a pas... Comme en colo, moi, je dirais, oui, pour y être allé. Parce que chez moi, c'est pas comme ça, mais en tout cas, l'idée, c'est de créer un espace après où les gens viennent s'asseoir et puis peuvent participer, se servir les uns les autres, etc. Voilà. Oui, il y a vraiment deux types de participation possibles. Ouais. Une participation que je qualifierais d'active, où on est dans ce temps de préparation du repas, et une autre où on vient déguster le repas et puis payer aussi, bien évidemment, faire un don pour ce repas. Tu l'as pas précisé, mais je pense que c'est quand même assez intéressant de dire que vous essayez de travailler avec des produits en fin de vie, ou en tout cas qui ont été sortis des circuits de l'alimentation, des rebuts, des légumes pas assez beaux, on sait les critères. C'est aussi un des engagements de la petite cantine, des petites cantines aujourd'hui. On est en alimentation engagée. Ça recoupe différentes actions en fonction des cantines, c'est pas forcément les mêmes. À Annecy, on a passé beaucoup de temps à récupérer des invendus alimentaires. Ça s'est arrêté il y a quelques mois parce que c'est énormément de logistique et il faut savoir qu'il peut y avoir une tendance des grandes surfaces, même bio, à en fait passer un peu tous leurs rebuts aux associations pour défiscaliser et derrière un énorme travail de tri de notre part pour finalement récupérer beaucoup, mais par rapport à toute l'énergie que ça nous demande, pas tant. Et donc là, on est plutôt parti sur une logique de circuit court, avec vraiment producteurs locaux, vraiment les maraîchers du coin pour avoir des fruits et légumes vraiment de saison, de proximité et bio. Pour le coup, on essaye de faire le maximum en bio. Le but des petites cantines, c'est vraiment de démocratiser l'alimentation durable, mais sans que les gens s'en rendent compte vraiment. C'est-à-dire qu'on cuisine majoritairement végétarien, une fois par semaine viande ou poisson. Mais en fait, les personnes nous parlent et disent « Ah en fait, c'était super ». Et on peut comme ça les sensibiliser aussi en leur disant « Vous savez, c'est des choses que vous pouvez refaire chez vous. Et c'était très bon, et c'était très beau, et c'était gourmand, quoi. » Oui, l'idée, c'est avant tout la convivialité, de passer un moment d'échange avec d'autres personnes qui, comme tu le disais, viennent d'horizons souvent assez différents des nôtres. Toi, tu as commencé
cette aventure au sein des petites cantines, au sein de celle d'Annecy. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi ça consistait, puisque est-ce qu'on utilise le terme gérer? Je ne sais pas. En tout cas, tu animais celle d'Annecy au quotidien. Ouais. Annecy, ça a été un cas particulier parce que donc il faut savoir que chaque cantine est ouverte par des citoyens qui se font accompagner par les petites cantines, donc Réseau, l'association nationale. Mais donc c'est vraiment des entrepreneurs bénévoles. Souvent qui prennent entre 1 et 3 ans à sortir une cantine de terre parce qu'il faut créer tout un collectif, il faut trouver des fonds et puis il faut trouver un lieu. Donc merci à l'équipe Didier, Ariane et Isabelle qui ont fait ça à Annecy, qui nous ont permis d'avoir une cantine à Cran-Gévrier, derrière la turbine. Et en fait, elle a ouvert juste avant le Covid. Et donc, elle a fermé directement dans la foulée assez longtemps. Et donc, à la réouverture, il y avait un vrai enjeu de redonner envie aux gens d'être ensemble, de se rencontrer. Et puis, alors, encore plus, quand on parle de cuisine, il y avait quand même tous ces enjeux d'hygiène. Et donc, du coup, je suis venue pour un peu restructurer tout ça. Et concrètement, un rôle de responsable de cantine, c'est vraiment un rôle d'accueil. Notre métier premier, c'est l'accueil, c'est que tu manges bien, mais qu'avant tout, quand tu passes la porte, on te dise « Salut Jeanne !» Comment ça va? Est-ce que tu connais? Enfin, que tu te sentes vraiment vu, remarqué. Donc, il y a un gros travail sur l'ambiance, l'expérience d'accueil et de lien. Un gros travail sur l'élaboration des recettes, la créativité et imaginer qu'est-ce qu'on peut faire à plusieurs sans que ce soit trop dur et en même temps que ce soit qualitatif, etc. Et après, un gros travail de structuration d'association avec l'engagement bénévole. Donc permettre aux gens de trouver leur place aussi en dehors de la cuisine, parce qu'il y a plein de choses à faire en com, plein de choses à faire en partenariat, plein de choses à faire en événementiel, plein de choses à faire en déco, plein de choses à faire en atelier. Et donc c'est vraiment un projet tiers-lieu qui vit même en dehors de l'aspect restaurant. Et donc là, trouver les personnes, les accompagner, etc. Et la structuration du conseil d'administration, qui sont aussi donc les personnes qui sont bénévoles, employeuses. Et donc du coup aussi accompagner à cette posture-là, quoi. Ouais, donc beaucoup de tâches différentes. Ouais. Au moment où toi, tu étais responsable des petites cantines d'Annecy, vous aviez combien de bénévoles? Comment est-ce que ça se passait? Parce que tu le disais, il y a des bénévoles sur plein de pôles différents. J'aurais du mal à te dire exactement. Environ. Je crois que quand je suis arrivée, on était à 1200 adhérents. 1200 adhérents. Mais peut-être que je dis une bêtise, je sais plus si c'est les chiffres d'Annecy ou pas, mais environ on est en moyenne 25 à table, et en bénévoles investis, je dirais qu'il doit y avoir une 70 personnes à peu près. Après, avec des niveaux d'engagement différents, il y a vraiment des rôles qui sont assez clés. Par exemple, maîtresse de maison d'un jour, c'est des bénévoles qui apprennent à animer le lieu et à ouvrir un service en autonomie. L'idée étant vraiment de se dire, en fait, ce lieu vous appartient, si vous voulez l'ouvrir et animer un service pour permettre d'avoir encore plus d'impact, faisons-le, quoi, on vous accompagne à le faire. Donc voilà, je dirais 70 avec vraiment des niveaux d'engagement assez variables, quoi. Et parce que chaque jour, pour que les deux services se déroulent, alors celle d'Annecy, elle n'était pas ouverte tous les soirs? Maintenant, elle est ouverte donc du mardi au vendredi le midi, elle est ouverte mardi soir, jeudi soir, et un dimanche par mois, et parfois aussi le samedi soir pour des concerts. Ok. Donc elle est quand même ouverte assez fréquemment. Ouais. Comment est-ce que ça se passe là? Je pense que les auditeurs et auditrices qui n'y sont jamais allés et qui nous écoutent doivent se questionner un petit peu. Donc le matin, tu le disais, il y a un temps d'accueil, vous prenez un café. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'il y a une dizaine de bénévoles qui arrivent, qui s'est inscrit au préalable et qui s'est engagé à assurer la préparation et la confection des repas sur tel jour. C'est ça? Oui, c'est bien de s'inscrire quand on vient cuisiner et manger, parce que ça permet de gérer les stocks de manière plus facile pour nous. Et il faut vraiment voir ça comme un espace où on arrive, on a vraiment un grand temps d'accueil pour expliquer comment ça fonctionne, les règles, rassurer sur la cuisine aussi, parce qu'on sait faire et on sait, on va dire, gérer toutes les approches de la cuisine. Il y a des personnes pour qui même couper des légumes, c'est une première, ou ce genre de choses. Et puis il y a des gens qui adorent la pâtisserie et qui font des grands gâteaux. Donc on sait trouver la place pour tout le monde. Et après on part pendant 2 heures en cuisine avec quand on vient en tant que bénévole, en tant que convive, il n'y a pas de pression à se mettre. Il y a vraiment
quelqu'un qui est là, qui supervise, qui gère le timing, qui vient te voir pour être sûr que tu es dans ton temps. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de se faire plaisir. Et souvent les gens nous disent « Ouais, 2 heures c'est long ». Et en fait à la fin, ils nous regardent en nous disant « Mais c'est passé hyper vite, c'était trop bien ». Et surtout il y a ce truc un peu magique où vu qu'on est en brigade, chacun est sur sa tâche. Et puis il y a le moment où à la fin ça se finit. Et là, ils réalisent qu'en fait, on a fait pour 40 personnes, entrée, plat, dessert, et que c'était hyper bon, assez créatif. Et donc, ça fait toujours aussi cet effet de waouh, la force du collectif. Et c'est ce qu'on essaye aussi de transmettre comme expérience. C'est en fait, quand on est plusieurs à faire des petites choses, à la fin, on peut créer quelque chose de très grand, quoi. Ouais, c'est vraiment génial. Tu me le disais avant qu'on débute cette interview. Actuellement, il y a 15 petites cantines. Ouais, 14. 14. Mais il y a Bordeaux qui ouvre cet été, alors. 15 très, très prochainement, 14. Ouais. Est-ce que tu saurais nous citer toutes les villes ou pas ? Ah oui, oui. Alors, du coup, il y a Annecy, Grenoble. À Lyon, il y en a 5. Il y a Oulin, Villeurbanne, Vieux-Lyon, Lyon-Vèze et Lyon-Perrache. Ensuite, Mâcon. Après, Paris 13e, Bagnolet qui a ouvert cette année, Metz, Strasbourg, Croix vers Lille et Bru en Bretagne. Trop bien. Voilà. Et donc la prochaine à Bordeaux. Génial. Donc évidemment, les auditeurs et auditrices peuvent retrouver ça sur votre site, sur vos réseaux. Toi, après ton expérience au sein des petites cantines d'Annecy et cette mission de responsable, tu es passé plutôt à l'échelle nationale. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce changement d'échelle pour toi, ce que ça a impliqué, pourquoi aussi ça t'intéressait de rejoindre l'échelle nationale, et puis après les enjeux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, qui sont d'autres enjeux aussi, on en parlait un peu avant. Ce qui m'a motivée, c'est que être responsable de cantine dans une cantine, c'est énormément de temps de terrain que j'aime beaucoup. Mais du coup, je sentais qu'il y avait plein de choses à structurer dans le projet et d'ateliers à construire, vraiment de production à créer que j'avais pas forcément le temps de pousser quand j'étais responsable de cantine. Et j'avais vraiment à cœur, en fait, aussi d'apporter peut-être ce qui m'avait manqué à moi quand j'ai été salariée. Et donc, ça a été une création de poste plus ou moins pour accompagner l'engagement bénévole et la formation des salariés, notamment. Et ça m'a aussi apporté le fait qu'il y a plein d'expérimentations différentes dans toutes les cantines, il n'y a pas un modèle unique, et que du coup, il ne s'agit pas de dire, voilà, le kit et puis déployer. En fait, c'est vraiment une autre approche du projet. C'est plus de se dire, OK, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que j'ai vu là, que je peux aller donner ici. Voilà, comment faire vivre aussi le partage d'expérimentation et de tests pour faire une communauté apprenante. Moi, c'était vraiment ça qui me motivait, c'était comment on met les gens en lien pour les valoriser et pour aussi éviter la comparaison, parce que je pense qu'il y a un peu ce truc quand on connaît pas les autres cantines de se dire « Ah, mais eux, ils font mieux. Ah, ils ont fait plus de chiffre d'affaires, ils ont fait plus d'événements, ils ont plus d'adhérents. » Oui, mais en fait, ça est peut-être juste lié au territoire dans lequel ils sont, c'est peut-être juste lié à plein d'autres choses. Et donc aussi de casser peut-être cette idée de comparaison et plutôt d'aller dire, mais en fait, toi, ce que tu fais, ça, c'est super, on va le partager aux autres. Ça aussi, c'est super, tu peux le récupérer. Et voilà, c'était ça, en fait, vraiment ma motivation, c'était de créer du lien quoi, entre les cantines et chercher au maximum à les aider, quoi. Et donc, tu disais l'engagement bénévole, mais aussi les salariés. Aujourd'hui, combien de salariés est-ce que vous avez au sein des petites cantines ? Et comment est-ce que ça fonctionne au niveau des structures ? Donc, il y a des salariés dans chaque petite cantine locale ? Il y a des salariés dans chaque petite cantine, entre 1 ou 2 salariés. Des services civiques qu'on remercie très fort et des stagiaires, des personnes qui viennent vraiment aussi mettre aussi un esprit collectif pour nous quoi, quand on est salarié, qu'on est seul potentiellement, c'est quand même super d'avoir une équipe encore plus de jeunes avec nous. Et au niveau du réseau, on est 10 maintenant, 9 ou 10. Donc en tout, on est à peu près 35 salariés et 300 administrateurs bénévoles. Donc ça, c'est les personnes qui sont élues dans les conseils d'administration locales. Parce que chaque cantine, du coup, est une association indépendante et elle adhère en fait à une association nationale qui s'appelle les Petites Cantines Réseau. À prix libre, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a tout un modèle économique sur le prix libre, notamment en cantine. Les personnes qui viennent manger payent à prix libre. Et donc de la même manière, les cantines, quand elles adhèrent au réseau, c'est à prix libre. Et après, il y a un versement mensuel qu'on appelle coût de continuité pour voilà, un petit peu être dans une réciprocité par rapport aussi à ce que le réseau donne, quoi. Même si nous, le réseau, on dépend encore beaucoup de subventions et de partenariats privés. C'est pour ça que là, on essaie aussi de développer côté réseau un peu de la formation sur des sujets
d'accompagnement, par exemple un EHPAD qui voudrait utiliser sa cuisine d'EHPAD pour en faire un lieu peut-être plus ouvert, avec plus de liens, ou des cantines d'entreprise. Ouais. Et ça, pour moi, il y a un énorme travail à faire, parce que j'ai des souvenirs de cantines d'entreprise où c'était quand même vraiment pas l'ambiance. Et donc voilà, l'idée, c'est aussi comment on accompagne peut-être ces espaces-là à remettre un peu plus de liens et à faire du moment du repas quelque chose qui soit régénérant, quoi. Et avec cette même idée de s'ouvrir aussi à d'autres horizons, de croiser les différents types de personnes qui seraient présentes et tout. Voilà, remettre cet ADN des petites cantines dans ces structures très formatées finalement et uniformes. Ouais. Super, ok, très intéressant. Donc tu le disais, tu es passé à l'échelle nationale. Il y a beaucoup d'enjeux, apporter de la restructuration, apporter aussi ce soutien en tout cas aux personnes salariées. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que tu es sur ces missions-là ? Ouais, 1 an et demi. Ouais. Et comment ça se passe ? Sur quoi est-ce que tu travailles là en ce moment ? Ah bah là, dans 1 semaine et demie, on est 100 à se retrouver à Paris. Donc en ce moment, je fais un gros travail de conception de séminaires pour justement le partage d'expériences, nourrir ceux qui sont là depuis longtemps, nourrir les nouveaux et en même temps construire la vision réseau, parce qu'on est vraiment dans une logique de co-construction, donc en fait des grosses décisions collectives aussi à prendre tous ensemble. Et sinon, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les parcours d'engagement bénévole. C'est vraiment, on est quand même dans un moment là où il y a une professionnalisation quand même du bénévolat, de par les responsabilités qui sont demandées et de par aussi les exigences des bénévoles. Je veux dire, les gens aujourd'hui, ils ont envie d'impact, ils ont envie d'agir et ils ont envie d'être accompagnés. Et donc, tout l'enjeu, c'est que si quelqu'un vient en cantine et me dit « qu'est-ce que je peux faire ?», on puisse vite lui répondre, vite lui donner quelque chose et vite l'accompagner à le faire. Donc, je travaille beaucoup là-dessus, en fait, sur ce qu'on appelle un peu les parcours. Comment t'es accueilli, qu'est-ce qu'on te donne comme formation, comment... Et puis comment créer des cycles avec des engagements très courts pour permettre aux gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de quand même venir. Et aussi les rôles qui sont un peu plus clés, où c'est des accompagnements un petit peu différents. Mais c'est ça qui m'occupe pas mal de temps. Et sur les profils des bénévoles, sur ces temps un peu plus longs, est-ce que vous avez une typologie de personnes qui ressort ou pas spécialement ? Ouais, là, on a fait un gros travail cette année qui s'appelle Chantier bien-être des administrateurs, avec une sociologue qui s'appelle Christelle Decatoire et que je remercie très très fort. Et donc, elle nous a accompagnés à comprendre qui étaient les administrateurs bénévoles. Oui, c'est hyper intéressant. C'est quoi leur profil, c'est quoi leurs enjeux, pourquoi ils viennent, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui devrait être amélioré. Et ce qui ressort, c'est qu'on a une moyenne d'âge plutôt jeune, parce que dans les conseils d'administration, on est à 50 ans. C'est plutôt assez jeune. Dans le monde associatif, les CA souvent sont un peu plus âgés. Beaucoup de femmes, de manière générale. Profil, comme dans beaucoup d'assos, quand même CSP+. Donc ça, c'est un peu... En même temps, je sais pas si c'est un des enjeux, mais en tout cas, c'est vrai qu'on va avoir des convives très diversifiés en termes de mixité sociale. Et c'est vrai que dans les conseils d'administration, ça se reflète un petit peu moins. Même si on peut avoir quelqu'un qui est prof de danse à côté d'un comptable, à côté d'une infirmière, etc. Donc ça reste quand même mixé professionnellement. Mais c'est vrai que plutôt des personnes qui ont fait des études, plutôt longues études. Et puis souvent des personnes qui viennent soit parce qu'elles ont été un peu dégoûtées du monde du travail et qu'elles viennent se reconstruire aussi via un engagement bénévole, soit qui sont vraiment fans du projet. Et je pense qu'il y en a beaucoup où on tombe un peu presque amoureux, quoi. En tout cas, il y a une sorte de coup de foudre, quoi, avec cette idée et cette ambiance. Et donc qui veulent contribuer. Et puis pas mal de profils entrepreneuriaux. En tout cas, c'est ce qu'on cherche, parce que c'est pas le truc qui te saute aux yeux quand tu penses petite cantine, mais vu que c'est un projet qui est très peu subventionné en local, avec un modèle économique sur le prix libre, des employés, etc., c'est vraiment comme gérer une petite entreprise quand tu prends un rôle dans un conseil d'administration. Et donc, moi, j'aimerais bien un peu plus rendre visible ça, et notamment l'entrepreneuriat au féminin, parce qu'il y a énormément de femmes qui, en fait, là, gèrent franchement... des mini-sociétés. C'est des mini-sociétés. C'est des entreprises, mais des assos, dans mais l'idée, il y a quand même ça. En fait, c'est mon prix d'équilibre, mon coût de revient, la fréquentation, les partenariats, etc. Et donc, je pense que ça attire aussi une partie des personnes de se dire... il y a de l'enjeu, quoi. En tout cas, il y a une place entrepreneuriale à prendre, quoi. C'est un peu les profils.
Génial. Ouais. C'est bien que vous ayez pu faire ce travail avec cette sociologue. C'est assez nourrissant et enrichissant pour vous aussi d'avoir ce regard, surtout quand il y a tant de bénévoles. Ouais. Tu le disais, vous avez pas mal d'enjeux pour les années à venir, les mois et les années à venir, avec l'ouverture de plusieurs petites cantines, un besoin de restructuration, des questions autour de la gouvernance. C'est quoi la vision pour les petites cantines dans les, disons, 4-5 années à venir ? L'idée, c'est de vraiment continuer à ouvrir des restaurants, mais aussi à amener cette expérience relationnelle. En fait, l'objectif des petites cantines, c'est, si je le fais un petit peu rapidement, ça va être de créer de l'altérité entre les personnes et donc de diminuer les peurs de la rencontre de l'autre, d'apprendre les uns des autres, etc. Et donc, in fine, nous, on parle beaucoup de créer de la confiance. Et c'est-à-dire, en fait, mettre les gens dans des postures un peu d'incertitude. C'est-à-dire que tu vas aux petites cantines, c'est vrai que tu sais pas avec qui tu vas être à table, qu'est-ce que tu vas manger, etc. Enfin, il y a quand même toute une appréhension peut-être de ce qui va se passer. Mais l'idée, c'est de mettre les personnes ensemble et de leur faire vivre cette expérience en leur disant, si tu vas au-delà de cette incertitude et que tu oses être en lien, et il va peut-être se passer des choses au-delà de ce que tu peux imaginer. Et ça, on pourrait le faire dans plein d'endroits, par exemple dans la restauration collective. Donc là, en ce moment, on essaye d'aller aussi vers ça, de comment recréer du lien dans la restauration collective, remettre peut-être un peu d'incertitude, mais du coup aussi un peu de vie, quoi, dans des milieux qui sont parfois extrêmement codifiés et hiérarchiques. Et ça n'empêche, quoi, mais on essaye vraiment de comprendre c'est quoi notre expertise finalement et de l'amener aussi dans d'autres endroits. Et après, de manière plus générale, l'objectif, c'est d'avoir, on aimerait bien avoir 50 petites cantines à terme, c'est notre plafond. Et l'objectif, ce serait qu'un maximum de personnes puissent descendre dans leur quartier et être dans un lieu comme ça. Après, on accompagne maintenant depuis 2 années des projets en marque blanche aussi, c'est-à-dire des petits tiers-lieux ou des assos qui veulent faire un peu comme nous, mais sans par exemple, ils veulent pas faire du prix libre ou ils veulent pas certains critères de notre charte. Ils veulent s'inspirer de certaines valeurs que vous véhiculez, mais... Et donc, on les accompagne aussi. L'idée, c'est de réfléchir à comment on peut avoir encore plus d'impact sans forcément être dans une logique d'explosion de projets, mais au contraire, aller soutenir aussi plein d'autres projets dans l'écosystème, quoi. Donc, c'est un peu ça ce qu'on est en train de dessiner, en tout cas de chercher cette année. C'est hyper joli comme vision, ça donne envie. Et en t'entendant discuter, en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ce parallèle, mais le seul moment où je retrouve un peu ces temps d'échange impromptus, comme c'est le cas quand on va déjeuner aux petites cantines, c'est dans les Blablacar. Très bizarre. Mais tu vois, en fait, c'est le seul moment, je crois, dans ma vie où je suis sur un temps d'échange avec des personnes qui, a priori, ne partagent pas grand-chose en commun avec moi et où on trouve quand même toujours des points d'accroche et des sujets de discussion. Et je trouve qu'il y a cette dynamique-là aussi aux petites cantines. Tu peux tomber sur des personnes très différentes et te dire « Ah ouais, avec lui, j'accroche à fond. Lui, un peu moins, mais c'est la vie et c'est comme ça et c'est OK, je passe à autre chose. » Et voilà, et je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est les deux endroits un peu qui me permettent ces connexions-là, quoi. Où c'est imprévu. En fait, tu sais qu'il y a quelque chose de commun, un voyage ou un repas, mais par contre, le reste, tu ne maîtrises pas. Ça. Et puis, c'est l'espace clos aussi. Enfin, t'es incité à discuter, a priori. Tu vois, tu vas pas aller manger sans discuter, et puis tu vas pas faire ton trajet de Blablacar sans discuter non plus, quoi. Mais je fais souvent le parallèle avec le voyage. Enfin, moi, je voyage plus loin. Enfin, je prends plus l'avion, du coup, depuis la Nouvelle-Zélande. Et du coup, je me disais, mais comment je vais faire pour regarder... le côté surprise, le côté spontané, le côté... Enfin, je sais pas, je trouve quand on est en voyage, on a tendance à parler aux gens un peu tout le temps. Et puis d'un coup, on revient chez soi et puis on connaît ses trajets, on connaît les gens à qui on parle et puis on est dans autre chose. Et c'est ça que j'adore aux petites cantines, c'est le côté ouvert et où tout de suite, en fait, le lien se fait. Et comme tu disais, mais il y a plein de choses. Enfin, moi, la dernière fois, je suis allée manger chez une des convives avec qui je suis devenue amie et qui m'a dit « Ah, mais il n'y a pas ta famille ici. Si un jour tu as un enfant, tu sais, moi, je pourrais la garder, enfin, garder la personne, l'enfant. »
Et je me suis dit, ouais, c'est fou, parce qu'en fait, cette dame, elle a 65 ans. Jamais on se serait parlé, on se serait rencontrés et on en serait arrivé là. Et en fait, c'est juste parce qu'on s'est rencontrés aux petites cantines que j'adore son histoire, qu'elle m'inspire énormément sur la manière de vivre, on va dire, la vieillesse, même si je trouve que c'est un mot qui lui va pas. Et voilà. Et elle m'a tellement apporté dans ce qu'elle incarne, quoi. Donc, je me dis merci pour ça, quoi. Ouais. Et ben, ça vous invite, chères auditrices et auditeurs, à aller pousser la porte des petites cantines en bas de chez vous. Parce qu'en fait, parfois, les personnes nous disent « Oui, c'est pour lutter contre la solitude ». Nous, on n'est pas du tout là-dedans, parce qu'on part du principe qu'au contraire, on est dans une époque qui va t'amener à être, pour certains, extrêmement en lien, tout le temps sur ton téléphone, tout le temps avec trop de rendez-vous, trop de gens à voir, trop de relations à conserver, et qu'en réalité, on manque de solitude. En tout cas, il y a une partie de la population qui manque de solitude. Et alors encore, je suis pas maman, etc. Mais j'imagine aussi ce que c'est. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, en fait, non, la solitude, elle est importante. Par contre, pour être bien dans sa solitude, il faut se sentir en lien. Et donc, c'est un besoin fondamental de l'être humain d'être lié. Quand même, là, je relisais il n'y a pas si longtemps un livre qui expliquait qu'on est quand même des animaux hyper grégaires de base. En fait, on a vécu en tribu, il y avait des liens intertribus, quoi, en dehors de la famille. Et ça fait pas si longtemps qu'on est dans des cellules comme ça, aussi petites. Et donc, il y a quelque chose en nous qui a besoin de se sentir relié à plus grand, à une communauté, à un mouvement, etc. Et c'est vraiment ce qu'on essaye, la première chose qu'on essaye de faire aux petites cantines, c'est que les gens se sentent reliés. C'est-à-dire que tu rentres dans la cantine, peu importe qui tu es, tu vas te sentir relié à ces personnes pendant le temps d'un service. Et en fait, tu vas rentrer dans la communauté juste en étant là, quoi. Il n'y a pas besoin de plus, juste être là. Et donc, ça, c'est la première chose. Derrière, ce qu'on essaye de faire, c'est la déconstruction des préjugés. Et ça, moi, je l'ai beaucoup vécu en cantine parce que, en fait, c'était la première fois que j'étais face à autant de personnes différentes. Et je le dis souvent, moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est le handicap, parce que c'était des situations que je connaissais pas. Et quand j'ai eu différents types de personnes en situation de handicap qui sont arrivées, souvent, je me disais, oula, comment je vais faire ? Il va pas pouvoir faire ça, elle va pas pouvoir faire ça, etc. Et en fait, simplement en parlant à la personne et en lui demandant ce qu'elle était capable ou en l'observant, en fait, je me suis rendu compte que j'avais tellement de préjugés et qu'en fait, chaque personne est différente, même s'ils ont le même handicap. En fait, ça n'a rien à voir entre, je sais pas, une personne et une autre. Et ça peut être la préjugée de la vieille dame qui est hyper bien habillée, qui vient et puis qui donne 2 € au moment de payer, où tu te dis, ah oui, en fait, elle aurait pu mettre plus, etc. Et en fait, t'apprends que non, elle est presque à la rue, mais voilà, cette dignité, c'est à travers les vêtements. Ça peut être la personne exilée qui, en fait, est un énorme médecin dans son pays, etc. Enfin, en tout cas, je trouve que ça aide vraiment à casser les préjugés, mais très fort. Et surtout, à se rendre compte de ses propres préjugés sur les autres, et on les a. On va tous se juger en permanence, et c'est normal, en tout cas, c'est comme ça. Mais par contre, aller au-delà de ça, c'est important. On fait un gros travail sur l'apprentissage aussi, l'apprentissage de la cuisine, l'apprentissage d'être en lien avec les autres, de ne pas être d'accord, l'apprentissage, tout ça. Et donc, vraiment, derrière, c'est ce que je disais, derrière, c'est un peu essayer de muscler la capacité à entrer en relation et à faire confiance. J'ai presque dit faire confiance à la vie, mais c'est plus dans l'idée de se dire il y a de l'incertitude, et là on est dans une époque où il y a énormément d'incertitudes, et si on n'apprend pas en fait à être dans une posture de confiance par rapport à l'avenir, par rapport aux gens, qui nous met dans une certaine disposition d'ouverture de cœur, d'esprit, et de lien, en fait. Bien sûr. Si on n'apprend pas à faire ça et qu'on continue pas à faire ça, on va forcément tous se replier et être dans une énergie basse et qui je pense c'est pas la bonne, quoi. Et donc derrière ça, c'est aussi de dire aux personnes, enfin en tout cas à travers ça, de leur donner envie d'agir, leur donner envie de s'ouvrir et de se dire ok, ouais, je maîtrise pas tout, c'est comme le pré-libre, je maîtrise pas tout. Par contre, ce que je maîtrise, c'est le lien, c'est la relation, et que si la relation est bonne, en fait, derrière, on peut construire plein de choses, quoi. Et ça, c'est valable en individuel, mais c'est valable au niveau de la société, quoi. S'il y a des relations entre les personnes, on pourra construire plein de choses. Et puis, ce que j'ajouterais sur cette dimension du lien, c'est qu'on est sur un temps d'échange qui est plus long qu'un simple short ou une story sur Instagram, et qu'en fait, on se rend compte aussi qu'il faut un tout petit peu plus de temps
pour apprendre à comprendre les autres, apprendre à les connaître, apprendre à les embrasser avec toutes les différences qu'on peut avoir avec eux. Et ça, c'est au-delà de juste en lisant un post ou en regardant une story. Et ce temps-là, qu'on cuisine ou qu'on vienne déjeuner d'ailleurs, on le retrouve parce que quoi qu'il arrive, on est posé, on est prédisposé à recevoir ces échanges. Et je trouve que ça change quand même vraiment la dynamique. Et on n'est plus habitué. Moi, je me souviens qu'au début, de prendre 1 heure tous les midis pour manger... voilà, maintenant que je suis moins en cantine, d'ailleurs, je mange quand même beaucoup plus vite, un peu derrière mon écran parfois. Et aussi, il y a un côté politique de dire, mais en fait, remettons-nous ensemble à table et prenons le temps de manger ensemble et d'être en lien direct. Et effectivement, ça joue ce côté temporel qui permet de... Et puis parfois, moi, je me souviens d'une femme avec qui je me suis rendu compte plusieurs services après qu'on ait mangé ensemble, qu'on n'était pas du tout d'accord sur des trucs fondamentaux, mais en fait avant on avait eu des discussions incroyables. Et j'ai trouvé ça génial en fait de me dire en fait une même personne on peut être politiquement vraiment opposés, mais il s'avère que notre porte d'entrée ça a été autre chose et que là-dessus on a énormément partagé quoi. Je trouve que ça permet de l'empathie et aussi de se mettre à la place de l'autre et après de trouver des concordances et de s'influencer quoi. C'est important. Tout à fait. C'est de l'influence en vrai. Positive. C'est de l'influence réelle. Mais oui, c'est ça, et c'est tisser du lien. Et moi, ce que j'aime avec le projet des petites cantines, c'est que peu importe qui on est, notre quotidien, on peut y aller pour s'engager, mais aussi ne serait-ce que pour déjeuner. Et ça permet que ce soit ouvert à toutes et à tous. Et je sais, parce que je reçois souvent des messages d'auditeurs et d'auditrices qui me disent « Mais moi, Jeanne, pour l'instant, j'ai pas le temps, je suis pas disposée. » Des jeunes mamans qui ont... Voilà, y a pas de problème. Allez juste partager un repas et c'est déjà super. Et pour vous et pour l'association, ça apporte beaucoup. Nous, notre pilier de modèle économique, c'est la fréquentation. Parce que vu qu'on est en prix libre, en fait, ce qui crée l'équilibre, c'est le fait qu'il y ait du monde à table. Et c'est notre enjeu. Et donc, du coup, faut aussi se voir ça en se disant, au lieu d'aller prendre à emporter ailleurs, je peux venir prendre à emporter là aussi si vraiment j'ai pas de temps. Au lieu d'aller manger vite fait dans un kebab, je peux aussi venir et dire j'ai que 45 minutes pour manger et ça sera OK aussi. Donc, en fait, c'est une manière de se nourrir soi et c'est aussi une manière de contribuer à quelque chose de plus grand, quoi. Et vu qu'on a un modèle économique indépendant, en fait, venir manger, c'est vraiment soutenir le projet. Et après, on fait aussi du team building pour les entreprises. On fait aussi de la privatisation de lieux. Donc, je veux dire, ce projet, il appartient au territoire et charge à chacun de réfléchir à comment il peut s'y relier s'il le veut. Mais en tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Et effectivement, comme tu dis, même si t'as pas le temps, en fait, ne serait-ce que venir, comme je disais, prendre à emporter ou manger rapidement. 45 minutes, 1 heure, et même si tu es une jeune maman avec ton enfant, il n'y a pas de problème. Tu peux aussi l'enfant, le faire. Justement, peut courir partout et ça ne gênera personne. C'est clair. Et donc, je pense que c'est d'autant plus un bon endroit pour ça. Trop bien. Merci beaucoup, Héloïse, d'avoir présenté les petites cantines pendant le podcaston. C'était vraiment un grand plaisir. Et puis, j'invite évidemment les auditeurs et les auditrices à vous suivre et à se rapprocher de la petite cantine la plus proche de chez eux et de chez elles. À bientôt. Carrément hâte de vous accueillir. Merci Jeanne. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.